Bienvenue sur IFSI Réussite. Aujourd'hui, on travaille une UE où il faut argumenter, justifier et citer juste les définitions. Pas de métaphore ni d'image dans cette vidéo. On se concentre sur les mots-clés attendus, les étapes exactes et les définitions à connaître. Aujourd'hui, on travaille l'UE 2.10 du semestre 1, infectiologie hygiène, avec du complément de cours sur les notions générales d'infectiologie et hygiène, plus la mise en place des EPI. Bienvenue dans la nouvelle façon d'apprendre. Passons directement à la partie 1, l'histoire des mains et des micro-organismes. Imagine que tu entres dans un service de soins. L'air paraît calme, les gens discutent, le matériel brille, mais tout autour de toi se joue une histoire invisible. Une histoire où les héros sont des soignants et où les ennemis ne mesurent qu'une fraction de millimètre. On les appelle les agents infectieux. Ils sont là, discrets, des virus, des bactéries, des champignons, des parasites, ou encore les mystérieux prions. On ne les voit pas, mais ils voyagent vite, et surtout, ils aiment se laisser porter par ce qui les transporte le mieux, les mains humaines. C'est pour ça que le soignant devient souvent, malgré lui, un vecteur. Non pas un coupable, mais un intermédiaire. Celui qui peut amener un microbe de son réservoir vers un hôte fragile. Et tout se joue en quelques secondes. Le réservoir, c'est l'endroit où le microbe vit naturellement. Il peut se trouver sur la peau, dans une muqueuse, un liquide biologique, ou même sur une surface contaminée. C'est sa source de départ. Le vecteur, c'est l'intermédiaire qui transporte le microbe hors de son réservoir. Dans les soins, ce sont très souvent les mains du soignant. Mais cela peut aussi être du matériel ou un objet manipulé. Le vecteur ne crée pas l'infection. Il sert simplement de pont entre le microbe et la personne suivante. L'hôte, c'est la personne qui reçoit le microbe. Il peut être sain ou fragile, porteur de plaies, immunodéprimé ou exposé à un geste invasif. Si les conditions s'y prêtent, le microbe peut s'y installer et provoquer une infection. En résumé, le réservoir abrite, le vecteur transporte, l'hôte reçoit. C'est cette chaîne que l'hygiène des mains permet de briser. La flore, notre compagnie permanente. Sur notre peau vivent deux types de populations. La première, fidèle, s'appelle la flore commensale. Elle est là tout le temps, unique pour chacun, presque comme une signature biologique. Elle nous protège, nous occupe la peau et empêche d'autres microbes de s'installer. Et puis, il y a la flore transitoire. C'est celle qui passe par hasard. Un contact avec un patient, un drap, une poignée de porte. Elle n'est pas méchante en soi, mais certains de ses membres sont pathogènes. Heureusement, elle est facile à enlever si on sait se laver correctement les mains. Pourquoi lave-t-on vraiment les mains ? Le but n'est pas de devenir stérile, comme un bloc opératoire. Non, le but est plus réaliste. Éliminer la flore transitoire, pour éviter la contamination manuportée. Deux techniques existent. Le lavage à l'eau et au savon, qui enlève mécaniquement la flore transitoire. La friction hydroalcoolique, SHA pour solution hydroalcoolique, qui va plus loin. Elle élimine la flore transitoire et une partie de la flore commensale. La magie de la SHA, c'est qu'elle agit vite. Pour qu'elle fonctionne, on doit en utiliser assez et frotter 20 à 30 secondes.
jusqu'à ce que les mains soient complètement sèches. C'est ce petit geste, répété des dizaines de fois par jour, qui fait du soignant un véritable protecteur dans l'histoire de la prévention. La grande famille des microbes, une galerie de personnages. Quand on parle d'agents infectieux, imagine une galerie de portraits. Les bactéries, petites cellules qui se divisent toutes seules. Certaines aiment l'oxygène, les aérobies, d'autres le fuient, les anaérobies. Elles peuvent être en bacilles, en coque, gramme plus ou gramme moins. Les virus, eux, sont encore plus simples. Ils ne vivent pas seuls. Ils doivent entrer dans une cellule pour se multiplier, puis la détruisent en sortant. Ils aiment la voie respiratoire, la voie digestive, parfois la voie sexuelle ou le sang. Les champignons se nourrissent sur les matières organiques, parfois sur nous. Certains sont des levures comme Candida, d'autres des moisissures comme Aspergillus. Les parasites vivent à nos dépens, parfois dans le sang, parfois dans les tissus. Certains sont unicellulaires comme Plasmodium, d'autres pluricellulaires comme les vers, la gale ou les poux. Et puis, il y a les prions, presque irréels, juste des protéines anormales capables d'infecter le système nerveux, comme dans la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Chaque microbe a son style, sa manière d'entrer, de se multiplier, de se défendre. Mais tous ont un point commun, ils exploitent nos failles, nos gestes rapides, nos oublis. Comment commence vraiment une infection ? Tout débute par une simple contamination. Le microbe entre dans l'organisme, puis vient la colonisation. Il s'installe, se multiplie, mais ne provoque encore aucun symptôme. On parle d'incubation quand la colonisation se poursuit silencieusement. Et enfin, l'infection éclate. Le microbe se multiplie tellement que le système immunitaire s'en mêle. C'est cette réaction inflammatoire qui crée les signes visibles comme la fièvre, la douleur, la rougeur ou la fatigue. Quand les microbes quittent leur foyer d'origine pour voyager dans le sang ou la lymphe, on parle de métastase septique. Les signes qui alertent. L'infection raconte son histoire à travers le corps. Localement, il y a la douleur, la rougeur, la chaleur, l'œdème, le pus. Le corps réagit en profondeur. Ganglions, fièvre, tachycardie, fatigue extrême. Et dans le sang, on peut lire sa réponse. CRP élevé, leucocytes augmentés ou encore la présence du germe en culture. Partie 2. L'histoire des infections et de la protection. Quand la maladie se répand, l'épidémie. Une épidémie, c'est comme une rumeur qui enfle soudainement. Une maladie se met à toucher bien plus de personnes que d'habitude, dans un territoire et pendant une période limitée. Elle se diffuse rapidement. Et tout le monde finit par en entendre parler. Les infections selon leur lieu d'apparition. Dans le monde du soin, on classe les infections comme on classe les histoires, selon l'endroit où elles commencent. Lorsque l'infection apparaît dans un établissement de santé,
après une hospitalisation et pas avant 48 heures de présence, on parle d'infection nosocomiale. C'est une infection absente à l'admission, mais qui éclot dans l'environnement hospitalier. Après une chirurgie, le délai s'étend jusqu'à 30 jours, ou même 1 an si une prothèse a été posée. Lorsque la maladie naît en dehors d'un hôpital, dans la vie quotidienne, on parle d'infection communautaire. Ça peut arriver à l'école, au travail, en EHPAD ou à domicile. Et lorsque l'infection est liée à n'importe quelle prise en charge médicale, peu importe le lieu, elle s'appelle infection associée aux soins, IAS. C'est un terme plus large qui englobe les précédents. Quand l'infection envahit tout le corps, le sepsis. Le sepsis, c'est le moment où l'organisme se met à réagir violemment. L'infection locale déborde, les microbes voyagent et la réaction inflammatoire devient systémique. C'est une alarme générale à l'intérieur du corps. L'asepsie, l'art d'éviter l'ennemi. Dans cette histoire, l'asepsie est un peu comme un rituel sacré. Elle vise l'absence totale de germes. Pas de microbes entrants, pas de contamination pendant le soin. On prépare le terrain pour qu'aucun agent infectieux n'arrive de l'extérieur. À côté d'elle, il existe d'autres pratiques complémentaires. L'antisepsie, qui élimine les microbes sur les tissus vivants, la peau principalement. Elle agit vite, mais son effet est transitoire. La stérilisation, qui utilise chaleur, vapeur ou produits chimiques pour rendre un matériel totalement exempt de germes. C'est un effet plus durable que l'antisepsie. La désinfection, qui tue les microbes sur les surfaces inertes, sol, plan de travail, matériel. Elle est bactéricide, virucide, fongicide selon le produit utilisé. Le détergent, lui, ne tue rien, il nettoie. Il enlève les salissures grâce à des agents qui font glisser la graisse et la saleté. En clair, il prépare le terrain pour que l'action désinfectante soit efficace. Le détergent désinfectant combine les deux actions. Il nettoie et désinfecte à la fois, mais souvent avec une détergence plus faible. Et bien sûr, il y a la SHA, la solution hydroalcoolique, véritable star du quotidien en soins. Elle désinfecte rapidement la peau grâce à l'alcool et protège la peau grâce aux émollients. Chaque produit a son rôle, sa mission, son moment. Les dispositifs médicaux, les objets qui soignent. Une autre famille essentielle est celle des dispositifs médicaux, tout ce qui sert à diagnostiquer, traiter ou compenser une maladie, mais sans action pharmacologique directe. Cela va du pansement à la prothèse, du lit médicalisé aux réactifs de laboratoire. Ils peuvent être à usage unique ou réutilisables. Eux aussi exigent une hygiène parfaite. Les bactéries résistantes, les adversaires évolués. Dans ce paysage, certains microbes deviennent des super-héros résistants. Les BMR, les bactéries multirésistantes, ont accumulé plusieurs résistances aux antibiotiques. Elles compliquent les traitements et aiment se diffuser dans les services fragiles. Parmi elles, le SARM,
le staphylocoque doré résistant à la méticilline, habitant fréquent de la peau et du nez, qui devient dangereux quand il passe sous la peau ou dans le sang. Les EBLSE, des entérobactéries productrices de bêta-lactamase à spectre étendu, ou encore Pseudomonas, Acinetobacter, etc. Les BHRE, elles, sont encore plus inquiétantes. Elles portent des mécanismes de résistance transférables, capables de passer d'une bactérie à l'autre. Elles menacent d'amener la médecine vers une impasse thérapeutique. Les déchets, une autre forme de vigilance. Lorsque le soin se termine, l'histoire continue dans les collecteurs. Dans la boîte jaune rigide, on met les OPCT, les objets piquants, coupants, tranchants. Ils doivent y aller immédiatement pour éviter toute blessure ou contamination. À côté, il y a les DASRI, les déchets d'activités de soins à risque infectieux. On y jette tout ce qui a été au contact du sang, des liquides biologiques, des tissus ou de microbes potentiellement dangereux. Et dans la filière ordinaire se retrouvent les DAOM, les déchets assimilés aux ordures ménagères. Tout ce qui est propre ou non contaminé. Emballage, protection, matériel non souillé. Le tri n'est jamais anodin. Il protège autant les soignants que l'environnement. Les protecteurs institutionnels, ceux qui veillent sur le territoire. Au-dessus de cette grande scène, il existe des institutions qui surveillent, conseillent et protègent. L'OMS, c'est la gardienne de la santé mondiale. L'ARS, qui pilote la santé dans chaque région. Le CEPIAS, qui forme et accompagne les établissements pour prévenir les infections associées aux soins. Le GREPHH, qui élabore les outils d'évaluation en hygiène. La SF2H, qui rédige les recommandations de référence et fait évoluer les pratiques. L'EOHH, l'équipe opérationnelle d'hygiène qui agit chaque jour sur le terrain. Et le PROPIAS, le programme national qui fixe les objectifs à atteindre. Ce sont les architectes de la prévention, les gardiens du bon soin. Les petits détails qui comptent, la DLU. Dans le monde des antiseptiques, chaque flacon a une DLU, une date limite d'utilisation, après ouverture. Certaines solutions comme la bétadine alcoolique ne se conservent qu'un mois, une fois ouverte. C'est un détail, mais qui peut changer toute l'efficacité d'un geste. Partie 3, le voyage du microbe dans l'organisme. Pour cette nouvelle étape, imagine que l'infection est une histoire en 4 chapitres. Une progression presque silencieuse au début, puis un tumulte dans le corps lorsque le système immunitaire se réveille. Installe-toi, l'histoire commence au moment où le microbe rencontre l'humain. Étape 1, la contamination, le premier contact. La contamination, c'est le tout premier pas du microbe dans l'organisme. Il entre, il franchit la barrière, mais il n'a encore rien fait. C'est comme si un étranger poussait la porte d'une maison sans que personne ne le remarque. À ce stade, il n'a pas encore pris ses quartiers. Il est simplement présent.
Étape 2, la colonisation. L'ennemi s'installe. Dans le second chapitre, le microbe commence à se multiplier. Il se fait une place, se reproduit, explore son environnement. Mais il reste silencieux. Aucune douleur, aucune fièvre, aucun signe extérieur. C'est une cohabitation sans conflit apparent. Le système immunitaire observe, mais ne se sent pas encore menacé. L'incubation, c'est exactement cette période. Le microbe se multiplie tranquillement, hors des radars du patient. Étape 3, l'infection, le choc des forces. Puis un jour, la discrétion prend fin. Le microbe se multiplie tellement que le corps se met à réagir. Le système immunitaire déclenche une véritable réponse inflammatoire, une bataille organisée. C'est là que les signes apparaissent. La chaleur, la rougeur, la douleur, l'œdème. Parfois du pus, parfois une toux, parfois une diarrhée. Plus loin dans l'organisme, les ganglions se gonflent, la fièvre monte, le cœur bat plus vite, la respiration s'accélère. Le corps concentre toute son énergie dans la lutte. Les analyses le confirment, la CRP grimpe, les leucocytes augmentent. Une culture peut même retrouver le microbe responsable. Ce chapitre raconte l'affrontement, le microbe contre le système immunitaire. Étape 4, la dissémination, quand l'infection quitte son foyer. Dans certains cas, le microbe ne se contente plus de son premier territoire. Il voyage à travers le sang ou la lymphe et va coloniser des organes éloignés. On appelle cela une métastase septique. C'est comme si l'ennemi, encerclé dans une pièce, parvenait à passer par les conduits pour envahir une autre partie de la maison. Cette étape est plus grave, car elle transforme une infection locale en combat généralisé. Partie 4. Les gestes essentiels d'hygiène et de protection du soignant. Utilisation de l'achat. Lavage des mains en 7 temps. L'utilisation d'une solution hydroalcoolique, CHA, commence avec des mains propres et sèches, car la CHA n'agit pas correctement sur des mains mouillées ou souillées. On dépose une quantité suffisante, 3 ml environ, de produit dans la pomme, assez pour couvrir toute la surface des mains. La friction démarre immédiatement. On frotte pomme contre pomme, pomme d'une main contre dos de la main opposée, et inversement, doigts entrelacés, dos des doigts contre pomme opposée, pouce de la main gauche par rotation dans la main droite, et vice-versa, pulpe des doigts de la main gauche et vice-versa, et enfin les poignets. L'objectif est d'imprégner toutes les zones, même les plus petites, car c'est là que se logent les microbes. Le geste doit durer 20 à 30 secondes, jusqu'à ce que les mains soient totalement sèches. Ne jamais essuyer la CHA. L'évaporation fait partie de son action antiseptique. Lorsque les mains sont sèches, la flore transitoire a été éliminée et le risque de contamination manuportée est réduit. La CHA est ainsi le moyen le plus rapide et efficace d'assurer l'antisepsie des mains entre deux soins. Passons maintenant au lavage des mains au savon. Lavage des mains en 7 temps. Le lavage des mains au savon commence par un mouillage rapide des mains à l'eau tiède, juste assez pour préparer la peau. On applique ensuite une quantité suffisante de savon,
pour couvrir toutes les surfaces. La friction permet d'enlever la flore transitoire. On frotte paume contre paume, paume d'une main contre dos de la main opposée, et inversement, doigts entrelacés, dos des doigts contre main opposée, pouce de la main gauche par rotation dans la main droite, et vice-versa, pulpe des doigts de la main gauche et vice-versa, et enfin les poignets. Le geste dure environ 30 secondes, le temps nécessaire pour décrocher mécaniquement les impuretés et micro-organismes. Lorsque la friction est terminée, les mains sont rincées soigneusement, de façon à éliminer toute trace de savon. Le séchage avec un essuie-main à usage unique est indispensable, car l'humidité favorise la survie des microbes. On utilise cet essuie-main pour fermer le robinet, afin d'éviter une recontamination immédiate. Le lavage au savon est donc la technique de référence lorsque les mains sont visiblement sales, poudrées ou après un contact nécessitant un nettoyage mécanique. Passons maintenant à la pose d'un masque chirurgical. La pose d'un masque chirurgical commence avec des mains propres, idéalement désinfectées avec une chat. Le masque est saisi uniquement par les élastiques ou les bords, jamais par la surface filtrante. On place ensuite le masque sur le nez, puis on le descend pour couvrir la bouche et le menton. Les élastiques sont mis derrière les oreilles, puis la barrette nasale est ajustée en l'écrasant délicatement pour épouser la forme du nez. Cet ajustement limite les fuites d'air et assure une meilleure protection. Une fois en place, le masque ne doit plus être touché, car sa surface devient rapidement contaminée. Lors du retrait, on ne manipule que les élastiques, et le masque est jeté immédiatement. Les mains sont ensuite désinfectées pour terminer le geste proprement. Le masque est efficace s'il est bien ajusté, jamais manipulé, et il doit être remplacé dès qu'il devient humide. Maintenant, la pose d'un masque FFP2. La mise en place d'un FFP2 commence avec des mains propres, désinfectées à la chat. Le masque est saisi par les élastiques et les bords, puis déployé pour lui donner sa forme. On le place contre le visage, en couvrant bien le nez, la bouche et le menton. Les deux élastiques sont positionnés séparément, l'un passe derrière la nuque, l'autre sur le haut de la tête. Cette tension répartie permet une bonne adhérence du masque. La barrette nasale est ensuite modelée en l'écrasant autour de l'arête du nez pour limiter les fuites d'air. Le geste essentiel est le fit check. On inspire et on expire doucement. Le masque doit se coller puis se décoller légèrement du visage, sans fuite d'air sur les côtés. Si une fuite est perçue, on ajuste les élastiques ou la barrette. Une fois correctement posé, le FFP2 ne doit plus être touché, car sa surface devient contaminée. Pour le retirer, on manipule uniquement les élastiques, puis on se désinfecte les mains. Le FFP2 n'est protecteur que s'il est bien ajusté, étanche, et porté sans manipulation. Maintenant, la mise en place des gants. La pose de gants commence toujours par une hygiène des mains, car les gants ne remplacent pas la désinfection. On saisit le premier gant par son rebord, sans toucher l'intérieur, et on l'enfile en laissant la main glisser jusqu'au bout des doigts. Le gant doit s'ajuster sans tirer ni plisser. Pour enfiler le second gant, la main déjà gantée ne doit toucher que le bord externe de l'autre gant, afin de ne pas contaminer l'intérieur. Une fois les deux gants en place,
ils doivent former une seconde peau, sans déchirure ni gêne. Les gants sont utilisés pour un seul soin, puis jetés dès qu'ils sont mouillés, souillés ou après un changement de patient. Lors du retrait, on enlève le premier gant en le retournant, puis le second en glissant les doigts sous le rebord interne, pour éviter tout contact avec l'extérieur. Les mains sont de nouveau désinfectées après le retrait. Les gants protègent seulement s'ils sont bien mis, correctement retirés et associés systématiquement à l'hygiène des mains. La mise en place d'une surblouse. La mise en place d'une surblouse commence par une hygiène des mains, afin d'éviter de contaminer la tenue dès le départ. La surblouse est saisie par l'intérieur ou par les épaules, jamais par les zones externes susceptibles d'être exposées. Elle est ensuite enfilée comme un manteau, en laissant le tissu recouvrir entièrement le torse, les bras et, selon le modèle, une partie des jambes. Une fois enfilée, les manches doivent s'ajuster correctement jusqu'au poignet, parfois à l'aide d'un bord-côte. Le maintien se fait ensuite en nouant ou en fermant l'arrière au niveau du cou, puis de la taille. Ces attaches assurent que la surblouse reste bien plaquée au corps et ne laisse pas passer de flux d'air ou de projection vers les vêtements. Pendant le soin, la surblouse constitue une barrière de protection contre les fluides biologiques ou les particules. Elle doit donc rester fermée, sèche et intacte. Dès qu'elle est souillée, déchirée ou une fois le soin terminé, elle est retirée immédiatement. Le retrait se fait en décollant doucement les attaches, puis en retournant la surblouse sur elle-même, afin de piéger la surface potentiellement contaminée à l'intérieur. On évite à tout moment de toucher l'extérieur. Une fois jetée dans la filière adaptée, les mains doivent être désinfectées à l'achat pour terminer le geste proprement. La surblouse est efficace seulement si elle est mise sans contamination, fermée correctement et retirée sans contact avec sa surface externe. Passons maintenant à la mise en place des lunettes de protection. La mise en place des lunettes de protection commence toujours avec des mains propres, désinfectées pour éviter de contaminer les surfaces qui seront proches du visage. Les lunettes sont saisies par les branches ou le bord externe, jamais par les verres, afin de garder une vision nette et d'éviter de déposer des microbes là où ils seraient en contact direct avec les projections. On place ensuite les lunettes contre le haut du visage, juste au-dessus du masque, en veillant à ce qu'elles couvrent entièrement les yeux et les zones autour. Les branches se glissent derrière les oreilles, comme des lunettes classiques, et l'ensemble doit être assez ajusté pour ne pas glisser, mais suffisamment confortable pour ne pas gêner le soin. Une fois en place, les lunettes ne doivent plus être touchées, car leur surface frontale devient une zone exposée aux projections et aux micro-gouttelettes. Si elles s'embuent, on agit sur l'environnement, ajustement du masque, aération, mais pas sur les verres eux-mêmes avec les mains. Lorsque le soin est terminé ou que les lunettes doivent être retirées, on les saisit uniquement par les branches, en les éloignant du visage vers l'avant. Si elles sont réutilisables, elles doivent être nettoyées et désinfectées avant d'être reposées à leur place. Si elles sont à usage unique, elles sont jetées immédiatement. Dans tous les cas, le geste se termine par une hygiène des mains. Les lunettes protègent efficacement seulement si elles sont correctement positionnées, peu manipulées et retirées sans contact avec la surface exposée. Tu viens d'écouter une vidéo IFSI réussite spéciale UE avec argumentation. Ici, chaque mot compte. C'est du contenu précis et argumenté avec les définitions à connaître. Ces vidéos sont faites pour t'aider à rédiger ce qu'il faut
pour répondre exactement à la question posée. C'était if si réussite, le savoir vivant, clair et efficace.